enfin le moment. Le bilan de la saison de l'Olympique de Marseille 2023-2024. C'est parti. C'est enfin le moment. Pourquoi je dis enfin alors que j'ai repoussé cette vidéo jusqu'à maintenant? Je ne sais même pas quand est-ce qu'elle sortira. Actuellement nous sommes le... J'arrive pas à dire parce que je n'ai pas mes lunettes. Nous sommes le mardi 18 juin 2024. Vous verrez peut-être cette vidéo en juillet, voire en août, nous ne savons pas, mais à l'heure où je tourne cette première partie, nous sommes le mardi 18 juin. Comment tout cela va se passer? Déjà premièrement, salut, c'est Sanka. Normalement dans cette vidéo, il y aura les interventions, je pense, de Étienne, ici présent, et évidemment de Martin, aussi ici présent. Je sais pas si ça se passera dans deux parties différentes comme j'ai fait lors du Big Talk, ou si ça sera dans une seule et même vidéo, même si je pense que ça sera peut-être un peu trop long en une vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que j'ai envie de faire les choses, c'est comme ça que j'ai envie de réaliser cette vidéo, comme on a toujours fait, en expliquant clairement ce que je pense de cette saison, et en expliquant clairement ce que j'ai ressenti au cours de cette saison. Vu que c'est un Big Talk, donc c'est une vidéo qui est un peu plus préparée, non pas que mes autres vidéos ne sont pas préparées, mais c'est une vidéo avec un peu plus de réflexion, donc évidemment avec un peu plus de temps à prendre pour faire cela. J'aimerais du coup déjà commencer en expliquant évidemment comment cette vidéo va se dérouler au travers 4 axes de développement et de questionnement. Une vidéo du coup où on va exprimer ce que l'on ressent de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs je vous invite à le faire évidemment dans l'espace commentaire. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà de base assez véhément, assez remonté vis-à-vis de cela, alors que je n'ai encore rien exprimé vis-à-vis de cette saison-là, mais en commençant, en me posant et en essayant du coup de canaliser mon esprit sur cette saison-là, j'ai eu de vifs rappels me rappelant à la dure réalité du monde dans lequel on vit, et que la vie c'est pas Netflix, hein, voilà. T'es pas chez toi ici, donc tu respectes les gens. Faut partir de ce principe-là, t'es pas chez toi, donc tu respectes les gens. Donc comment cette vidéo va s'employer? Premièrement, on va essayer d'analyser les attentes que j'avais sur cette saison, parce que on a toujours des attentes vis-à-vis de chaque chose, et plus cette chose-là nous est chère, plus les attentes sont hautes. Et vous savez évidemment que je suis un très grand fan de l'Olympique de Marseille depuis que je suis tout petit, depuis que mon père m'a emmené au Vélodrome tout jeune, me faisant comprendre ce qu'était la définition d'un vrai match de football, parce qu'avant on le regardait évidemment à la télé seulement. Depuis ce jour-là, j'ai compris. J'ai vu la voie, j'ai vu la lumière, j'ai vu la chose, et j'ai compris que toute ma vie ne serait qu'Olympique de Marseille, et évidemment droit au but. Donc, premièrement, les attentes de cette saison, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'attendais de mes joueurs, qu'est-ce que j'attendais de ma direction, et surtout qu'est-ce que j'attendais de cette saison, qui me laissait évidemment plein de questionnements et plein d'attentes vastes et hautes, évidemment. En second lieu, on va parler du coup des projections. Donc, je vais pas refaire point à point tous les éléments qui se sont passés dans la saison, mais je vais essayer de faire les principaux événements et les principales interrogations que nous avons eues tout au cours de la saison, qui a fait que nous en sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Donc voilà, les attentes, les projections. En troisième lieu, on va du coup faire un bilan très simple, très clair de cette saison-là pour expliquer voilà du coup ce qui s'est passé concrètement et ce que l'on doit en penser ou non de cette saison. Et en dernier lieu, on parlera des avancées que l'on a eu cette saison, que l'on a eu tout au long de cette saison évidemment, tout au long de cette saison, mais surtout de ce que l'on peut espérer du coup pour la prochaine saison. Ça sera du coup mon introduction plus ou moins au futur bilan que je ferai l'année prochaine. Mais grâce à cela, du coup, je pourrais faire en sorte d'avoir un terreau fertile à des questions peut-être que vous aurez, ou des interrogations que l'on aura ensemble. Mais surtout, un terreau fertile visant à améliorer, évidemment, tout ce que l'on fait dans ces vidéos-là, et améliorer les tenants et les aboutissants de chaque vidéo. Parce que le but a toujours été, du début à la fin, de proposer des idées, proposer des visions. Empressons-nous, du coup, de commencer cette vidéo-là en parlant du coup des attentes. C'est parti. Donc, les attentes. Qu'est-ce que l'on attendait de cette saison 2023-2024? Qu'est-ce que j'attendais de cette saison de l'Olympique de Marseille? Tout a bien commencé avec cette... Enfin, quand je dis bien commencé, en fait, non.
je recommence, on rembobine. Donc, tout a mal commencé avec la démission d'Igor Tudor, le part way d'Igor Tudor avec l'Olympique de Marseille, alors que je voulais, évidemment, au plus profond de moi, que cet entraîneur reste. Pourquoi ? Parce que, oui, au début, je faisais partie de ces détracteurs, non pas que je l'aurais sifflé, évidemment, lors de son intronisation au premier match, mais quand j'ai vu les matchs amicaux et quand j'ai vu que... Enfin, quand j'ai vu surtout que je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire, je me suis laissé un petit peu quand même aller à 2-3 petites remarques, voilà, pas très sympathiques envers son gros crâne chauve, qui n'aurait pas été très sympathique à entendre, mais il m'a fait mentir et c'est tout ce que je voulais. Néanmoins, j'étais un peu déçu qu'il ne reste pas. Je comprenais évidemment la volonté de Pablo Longoria de ne pas retenir une personne qu'il ne voulait pas rester, mais surtout, je comprenais la volonté d'Igor Tudor de rester dans sa volonté et dans ses manières de « je reste un an dans un club, puis je me barre ». Cet homme littéralement est un One Club Wonder, hein. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Et non, je ne parle pas de Wonder, même si j'aimerais bien qu'il revienne dans mon club. Tout ça pour dire que je trouve un peu dommage du coup d'avoir libéré cet entraîneur-là, si c'est pour reprendre quelqu'un d'autre après qui était ton plan B ou C, voire D. Ce que je veux dire par là, c'est que dès l'instant où cette rumeur-là, du coup, enfin, cette officialisation du coup a été actée, on a eu toutes sortes de noms qui sont sortis dans la presse. On a eu du Marcelo Gallardo, du Galtier évidemment, du Fonseca un petit peu aussi. On avait toutes sortes d'entraîneurs qui étaient liés de près ou de loin à l'Olympique de Marseille, de par notre grandeur et notre stature, mais pas grand-chose de vraiment intéressant. On avait même du Fabio Grosso, il me semble, qui était plus ou moins en bonne voie, ce qui paraît. Tout ça pour que l'on se retrouve avec ce bon vieux Marcelino, l'un des très bons amis de Pablo Longoria. Non pas que ça change quelque chose, mais c'est assez notable pour le souligner. Je n'ai rien contre les entraîneurs et les directeurs, ou même les présidents qui ramènent leurs potes, parce que ça veut dire qu'ils ont confiance en eux, et même s'il manque un peu d'objectivité, vu qu'ils le connaissent, et bah ça veut aussi dire qu'ils connaissent leur travail. Mais ça m'a un peu embêté qu'ils ramènent cet homme-là, alors que dès le début, c'était visible que ça n'allait pas coller. Je ne prévois pas prédire l'avenir, mais je dis simplement que tu ramènes un entraîneur qui a toujours joué en Espagne, qui est adepte d'un style de jeu qui n'a jamais été fait à Marseille, un style de jeu trop basique, et sans vrai joueur pour jouer dans son système. Donc c'est-à-dire que tu vas être obligé de refaire un mercato typiquement pour lui. J'étais assez sceptique de voir ça, assez sceptique de voir ces choses-là. Je voulais lui laisser sa chance, mais je me suis vite rendu compte que Marcelino n'était pas le problème principal dans cette histoire, mais c'était simplement un manque d'osmose totale et globale envers les joueurs, envers le public, envers l'entraîneur aussi, qui allait créer ce trou dans lequel on allait plonger. Les premiers matchs se passent bien, Marcelino du coup finit évidemment invaincu. Je me suis vite rendu compte que même si cet entraîneur du coup était invaincu, ça n'allait pas coller. Parce que les matchs étaient trop chiants, parce que le nul contre Nantes à 10 contre 11, parce que le manque d'envie, parce que le manque de compréhension du schéma de jeu, parce que le manque de coordination des joueurs, parce que plein de choses. Et on s'est vite rendu compte que beaucoup de joueurs allaient être limités et bridés dans un style de jeu qu'ils ne connaissaient pas et dans lequel ils n'étaient pas habitués. À cause du tuteur l'année dernière, à cause des entraîneurs qui nous ont beaucoup habitués à jouer à 5 derrière, ou à 4, enfin voilà quoi, 4 avec une pointe basse au milieu. Donc c'était assez délicat. C'était assez délicat, quoi qu'il en soit, voilà, on a pris notre mal en patience et c'était un peu comme si on n'avait pas le choix, quoi. Même si c'était un peu le vrai. Tout ça pour en arriver au moment où Marcelino, du coup, est victime de l'Olympique de Marseille, hein, faut être honnête. Hein. Ce qui s'est passé, c'est typiquement l'Olympique de Marseille, on verra rarement ça autre part en France, je pense, et je l'espère. Mais quelques supporters assez véhéments vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ce qu'il prétendait apporter au club, lui ont fait comprendre, au travers de 3 choses pas forcément très agréables à vivre, je pense, et envers le club aussi, surtout pour l'avoir amené, comme on dit, dans un peu un terrier de lapin, quoi, pour dire ça comme ça. Tout ça pour dire que, à la suite du coup du départ de Marcelino, nous gardons ce bon vieux Jacques Abandonado. J'avais une petite confiance en lui, je le sentais prêt. Il a toujours connu Marseille, il a toujours été là, présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Ancien adjoint, il me semble, de Sampaoli aussi. Il connaît le club, il a ses visions de jeu, il a ses volontés. Le premier match se passe, il me semble, assez bien, parce que c'est le match contre l'Ajax, où on gagne 3-2, je crois, ou 4-2. Ou 4-3, bref. Ou c'est peut-être le match où on fait 3-3, bref. Et c'est là où je me dis, en fait, peut-être qu'on peut faire quelque chose.
je me rends compte que peut-être que la saison n'est pas totalement morte, peut-être qu'on peut faire encore quelque chose, et peut-être que cet entraîneur-là, donc Jacques, peut nous ramener quelque part. Au final, je me suis trompé, parce que malheureusement, ça s'est très vite essoufflé, et c'était un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, Pablo Longoria décide de nous ramener ce bon vieux Gattuso. Non pas qu'on avait besoin d'un rhinocéros, mais il nous ramène une personne avec de la hargne, avec de la colère, avec de la tension, pour essayer de calmer le vestiaire et pour essayer de ramener, du coup, évidemment, les gros égos à la raison, pour faire comprendre que personne n'est au-dessus, comme il disait très justement dans cette interview. Il y a le club, il y a l'entraîneur et il y a les joueurs. Hier, on a rappelé tous ces types de choses. C'était important de faire cela. Grâce à cela, il a pu asseoir sa domination dans le club, évidemment. Mais surtout, il a pu montrer que c'était pas qu'une question d'entraîneur, de poigne ou de rage ou de grinta. C'était surtout une question de joueurs et d'implication, et que ces joueurs-là n'avaient pas l'implication qu'ils auraient dû avoir. Tout cela étant dit, nous arrivons du coup au dernier sujet, évidemment. Et c'est là où on arrive à l'intronisation de Jean-Louis Gasset. Très très bon au début. On s'est rendu compte que voilà, on n'avait pas forcément d'attente sur lui parce qu'on se disait que l'été allait nous être bon pour nous avec les nouveaux venus. Mais on s'est vite fait ramener à la raison encore une fois parce que Jean-Louis Gasset arrive, fait de très bons matchs, le 5-0, etc., et les 5 victoires d'affilée ou 6. Et puis patatras. Et puis on recommence dans les mauvais problèmes, dans les mauvaises réunions, les mauvaises situations, et on se rend compte que l'Olympique de Marseille est condamné en fait. Et c'est là où du coup j'aimerais en finir, c'est que oui, tu fais du coup une très bonne épopée en Ligue des Champions. Enfin en Ligue Europa, pardon. Mais dès le début, tu te qualifies pas en Ligue des Champions justement. Oui, d'accord, tu fais une belle épopée quand justement tu arrives à prouver que tu peux faire des choses en championnat, en remontant, en tapant des équipes et tout, etc., comme Lens ou autre. Mais derrière, en fait, tu perds contre les petits et tu perds surtout contre les gros et contre le top 8, donc tu peux pas viser plus. Oui, tout le monde se disait, mais regarde, ils ont juste à faire ça pour après remonter au classement. Oui, mais derrière, en fait, t'as des équipes qui ne perdent pas de points. T'avais Brest, t'avais Lyon qui était dans une pente ascendante folle, t'avais des Monaco, t'avais des équipes qui en voulaient plus que toi, en fait. Et quand ton équipe manque de liant, manque de volonté, manque de caractère et surtout manque de toutes ces choses-là en même temps, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Mais voilà, c'était juste la première partie, les attentes. Essayer de voir essayer de comprendre comment et pourquoi un certain club de football n'a pas pu faire une bonne saison parce que justement des éléments et des facteurs externes à ce club-là sont à l'origine de tout cela. Du début à la fin. Du début avec justement cet épisode-là de Marcelino qui vient un peu colmater les brèches. Parce qu'en fait, on se rendait vraiment compte que les joueurs n'étaient pas totalement concernés par le coach, en fait, peu importe lequel c'était. Il y avait un certain décalage, mais je ne pourrais rien dire. Mais voilà, j'avais de grandes attentes pour cette saison-là. J'espérais mieux de Tudor ou de l'entraîneur qui serait arrivé. J'espérais largement mieux, évidemment, de n'importe quel joueur de foot sous le maillot olympien. Et les rares satisfactions que j'ai, c'est évidemment Balerdi et Aubameyang. C'est faible, c'est le début, mais je pense que c'est ce qui prouve qu'au final, on n'a pas pu jouer avec nos forces et on a été évidemment plongé dans le vide, on va dire, par notre faute. Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Bon, c'est reparti. Alors première chose, je viens de revoir les rushs de la première partie que j'ai faite du coup en juin. Parce que oui, voilà, cette vidéo sera faite d'assemblage, on va dire ça comme ça. Parce qu'entre temps, du coup, j'ai fait d'autres vidéos que vous avez vues sur la chaîne. D'autres TikTok aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller du coup nous suivre sur TikTok, évidemment. Mais bref, et j'ai remarqué que j'étais vraiment à 2 doigts de mourir, en fait. À 2 doigts de m'endormir, rassurez-vous, tout va bien, évidemment. Simplement, je pense que je devais vraiment soit rentrer du taf, soit rentrer de la salle. Et ça devait être assez compliqué. Bref, cela étant dit, on va arriver du coup vers la deuxième phase, la deuxième partie de tout cela. On a essayé de recontextualiser du coup dans la première partie. Enfin, on a fait le sommaire évidemment. On a recontextualisé du coup dans la première partie avec les attentes qu'on avait de la saison, hein, pour un peu expliquer là d'où on vient, on va dire. Pour vous remettre un peu de contexte par rapport à la vidéo, on a dit que voilà, on allait commencer par là d'où on vient, on va dire ça comme ça, la saison qu'on vient de faire et ce qu'on voulait de la saison, on va dire. Là du coup, je vais expliquer par rapport à la projection
de la saison, c'est-à-dire les bases que l'on a pour la saison qui va arriver actuellement. Juste après, du coup, on va expliquer justement les bases que l'on a sur là où on est actuellement, donc les bases que l'on a pour la saison actuelle. Et à la fin, du coup, en conclusion, on expliquera du coup là où on veut aller pour boucler la boucle, on va dire. Donc voilà, trêve de mondanité, rentrons dans le cœur du sujet. J'espère que vous reconnaîtrez le petit clin d'œil. Et c'est parti. Donc, la projection de la saison actuelle de l'Olympique de Marseille, enfin de la saison précédente, pardon. Le problème qui va se poser déjà premièrement, voilà, on va commencer directement là-dedans. Le problème qui va se poser, c'est que on avait et on a actuellement très peu de bases sur lesquelles nous appuyer la saison prochaine. Vous allez voir d'ailleurs que cette vidéo du coup sortira un peu tard, on va dire ça comme ça. La plupart des vidéos bilan sont déjà sorties. Néanmoins, pour bien faire mon travail, j'aime bien du coup avoir une base et surtout pour explorer la saison prochaine. Il faut aussi que j'ai évidemment des recrues et des départs pour bien travailler. Cela étant dit, le problème dont je parle, c'est qu'actuellement on a très peu d'arrivées, à mon avis. On a très peu d'arrivées, à mon sens, comparé au chantier qu'il y a à l'Olympique de Marseille. Entendez-moi bien, quand je parle de chantier, je parle pas simplement du fait que il faut tout changer, c'est que on a un nouvel entraîneur avec une nouvelle philosophie de jeu et surtout on a j'ai limite envie de dire une nouvelle direction. Parce que voilà, Mehdi Benassia c'est très récent, parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées, qui sont parties, parce que De Zerbi est arrivé avec son staff. On a quasiment une nouvelle direction en fait. On a quasiment de nouvelles personnes qui sont arrivées, qui vont faire du travail qui va être différent de la saison dernière, et surtout on a une volonté d'avoir un style de joueur et un style d'humain différent de l'année dernière aussi. Ce qui veut dire que là en termes de base, on va du coup avoir, si on reste purement sportif, que je pense 4 ou 5 joueurs qui vont vraiment rester là-dedans, dans ce projet-là. On va évidemment avoir Leonardo Balerdi, qui sera notre pièce centrale, notre capitaine, je pense, qui va être surtout la personne qui va amener, de par la défense, cette attaque marseillaise. Ensuite, on va évidemment aussi avoir, enfin je dis évidemment, mais je l'espère, des joueurs qui vont rester dans une certaine rotation, des Unai, des Harit. Quand je dis j'espère, c'est pas forcément parce que je leur fais confiance, c'est simplement que j'aime bien aussi qu'il y ait un peu de continuité avec certains joueurs sur deux saisons ou 3 saisons. Harit, ça va commencer à faire 3 saisons, mais au moins montrer que certains joueurs peuvent potentiellement exploser grâce au bon entraîneur. Comme disait Monsieur Martin ici présent, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais entraîneurs. Si un entraîneur arrive à déceler chez un joueur son appétence pour un certain type de football, il peut devenir le meilleur joueur du monde. Demandez à Mohamed Salah, demandez, je sais pas moi, à Grimaldo, ou demandez à des joueurs comme ça, qui se sont développés grâce à un entraîneur, alors qu'auparavant c'était des joueurs lambda de Ligue 1. Littéralement, comme je suis d'ailleurs en train de regarder Hunter x Hunter, c'est un peu comme ça, c'est que on est tous plus ou moins des êtres normaux lambda, mais on peut totalement se développer grâce à quelque chose qui est en nous, mais qui a besoin d'être développé. Sans ça, on restera moyen, on va dire, toute notre vie. Après voilà, on va mettre ça dans le contexte footballistique. Pour avancer là-dessus, il faut aussi compter sur, je l'espère, des joueurs arrivés un peu plus tard, comme des Quentin Merlin, des Faris Mombagna, des joueurs comme ça qui, justement, vont faire la paire. Justement, c'est pour ça que j'ai pris le temps pour faire cette vidéo, parce que j'avais aussi envie de voir là où voulait aller De Zerbi, et de ce que j'ai pu voir sur Quentin Merlin, premièrement, on voit que son idée c'est de le jouer un peu à la Zinchenko, excusez-moi, je reprends les termes qui sont sortis évidemment, en latéral intérieur. Ce qui va être intéressant, c'est que, de ce que je comprends, il veut du coup jouer avec 3 défenseurs centraux dans le match, évidemment, voilà, il restera dans son 4-2-3-1, mais dans le match, en 3 défenseurs centraux, avec du coup justement un Bamo Meïté, un Brassier et un Balardi qui se recentrerait du coup au centre de la défense. Justement, c'est pour ça que Bamo Meïté est posté à droite, en latéral droit, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne cherche pas à recruter d'urgence un latéral droit, parce que justement on a cette possibilité-là de jouer avec Bamo Meïté pour se recentrer. Et donc peut-être qu'il cherche vraiment un latéral défensif
potentiellement. Je vous avoue que j'ai pas étudié comment il jouait à Brighton. Je sais que ça jouait très bien parce que voilà, c'est de coutume de savoir ça. Néanmoins, je n'ai pas vraiment étudié ça parce que ça ne m'intéresse pas plus. Moi, je pars du principe que cet entraîneur-là va jouer chez moi, donc je vais analyser ce qu'il fait chez moi, ce qui s'est passé avant. On sait très bien que ça veut des fois tout et rien dire. T'as des entraîneurs qui jouent très bien dans un club, dans un contexte, mais qui vont très mal faire jouer leur équipe dans un autre contexte. Bref, pour avancer, comprenons aussi que on est aussi dans une phase de chantier pour l'attaque. Quand je disais précédemment, on a du coup Faris Bombagna qui va rester normalement à l'Olympique de Marseille, malgré le fait qu'encore une fois, voilà, dans les matchs amicaux que l'on a pu voir, techniquement c'est encore assez délicat, mais je fais confiance à ce joueur-là pour se remettre un petit peu la tête et les pieds évidemment à l'endroit. Je le compare un petit peu à un Terem Moffi, j'avais vu ça sur les réseaux, dans le sens où très brut, comme joueur de football de base, mais qui, grâce au bon entraîneur, va pouvoir prendre un peu plus des techniques, balle au pied évidemment, et devenir un joueur de football un peu plus soyeux, un peu plus audacieux, un peu plus fin techniquement, pour plaire un peu plus au football moderne. Moffi, du coup, quand il était encore à Lorient, il me semble, était un peu comme ça, mais dès l'instant où il est arrivé à Nice, il a pris un peu plus de galon techniquement pour arriver au joueur qu'il a actuellement, c'est-à-dire un joueur assez complet, assez bon partout, assez rapide, assez fort balle au pied, assez bon finisseur, mais qui garde quand même ce côté un peu rustre qu'ont certains types d'attaquants qui aiment jouer un peu plus du physique, comme un Lukaku potentiellement, etc. etc. Mais maintenant voilà les bases que l'on a actuellement, avec un Balardi, avec un Merlin, avec un Kondogbia aussi que j'aurais pu citer, mais que je ne cite pas parce que pour moi il ne restera pas à l'Olympique de Marseille, ou sinon il sera en rotation, mais bon, c'est un très gros salaire pour être dans la rotation, donc bon, voilà. Mais avec surtout, potentiellement devant des joueurs qui peuvent être un peu intéressants, comme des Faris Moumbagna, surtout je pense dans la rotation. En termes de projection, maintenant il faut aussi prendre l'aspect un petit peu de la Ligue 1, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut aussi se rendre compte de ce qu'est la Ligue 1 actuellement. Prenons en compte le fait que maintenant on le sait que ça va être à 18, on le sait depuis l'année dernière évidemment, mais quand je dis qu'on le sait, c'est qu'on connaît les tenants et les aboutissants. On sait du coup la peine que ça peut être une Ligue 1 à 18, parce que du coup le manque de points, notre saison dernière c'est joué à quelques points de l'Europe, et on sait surtout que à un moment donné on ne va pas pouvoir éternellement jouer sur quelques petits matchs, alors que les matchs les plus importants, et c'est les matchs qu'on a perdus, parce que c'est les matchs contre le top 6 ou top 7 en fait. Et c'est ces matchs-là qu'il va falloir que l'on gagne. Et la projection que je veux faire par rapport à ça, c'est d'arriver à trouver cet éclair mental pour arriver à jouer comme on le fait contre des clubs un peu plus réservés, on va dire ça comme ça, et arriver à poser notre empreinte de jeu. Le problème, c'est que actuellement, on n'arrivait pas à mettre notre impact dans le jeu parce qu'on n'avait pas d'impact dans le jeu contre les grosses équipes. J'ai regardé un petit peu les matchs, j'ai revu les matchs de l'année dernière, et la plupart du temps on avait l'ascendant dans le match, on va dire ça comme ça, mais que on avait un tel déchet technique et un tel déchet dans ce que l'on devait faire qu'on n'arrivait pas à finir des actions, on n'arrivait pas à finir le combat en lui-même. C'est-à-dire que la plupart du temps, on était dans le match, on était bien présent, et même si c'était un affrontement assez dur, que ce soit contre Paris Saint-Germain, contre Lille, contre Lyon, ou des équipes comme ça, à chaque fois on était là, on était présent, on faisait ce qu'il y avait à faire, mais on butait à chaque fois par manque de conviction personnelle. Je veux pas non plus rentrer dans ce débat-là, parce que j'ai déjà fait 2 vidéos, en l'occurrence, n'hésitez pas à aller les voir, sur le nouveau football, mais je trouve que ce qui manque vraiment à l'Olympique de Marseille, c'est un entraîneur qui va pouvoir impacter ses joueurs mentalement. On a eu des bons entraîneurs, et à chaque fois, comment ça s'est passé? À chaque fois, les entraîneurs qui avaient un réel plan de jeu mental arrivaient à nous faire gagner. Sampaoli, Tudor, Bielsa, des entraîneurs comme ça qui n'étaient pas forcément les plus fins tactiquement, sans les rabaisser, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était des entraîneurs qui avaient un impact mental sur les joueurs. Bielsa avec Gignac, Sampaoli avec Guendouzi, et Tudor avec Rongier. Je cite des joueurs, c'est pas forcément les meilleurs joueurs sous ces entraîneurs-là, c'est pas forcément les joueurs qui ont le plus marqué, qui nous ont le plus marqué à ce moment-là. C'est juste les soldats principaux de ces entraîneurs-là, qui nous ont fait gagner des matchs. Parce qu'il y a plein de choses dans le football qu'on ne voit pas, qu'on ne prend pas le temps de voir, mais grâce à ces joueurs-là, on a pu avoir l'impact que l'entraîneur voulait. Et je pense principalement que sous De Zerbi,
ça va se jouer entre deux joueurs. Premièrement, je pense que Merlin, dans ce rôle-là, va être un des premiers soldats, potentiellement, on verra bien, de ce bon vieux De Zerbi. Je mets une petite pièce, encore une fois, on verra bien comment ça se passe, mais peut-être qu'un Rongier dans ce rôle-là hybride, qu'il avait un petit peu déjà utilisé en latéral intérieur, on va dire qu'il se greffe au milieu sous Bielsa, où il jouait vraiment en latéral, on va dire ça comme ça, pour renforcer un petit peu le milieu, ça peut être intéressant. Rongier qui est très polyvalent, qui peut jouer quasiment partout, et du coup il n'aurait plus à tirer, merci Rongier, il aurait juste du coup à faire vraiment son rôle de propre relanceur, d'agresseur de ballon, et surtout de premier joueur au pressing. Et enfin, dernière chose qui peut être intéressante à voir dans la projection qu'il va falloir avoir sur l'année prochaine en termes de base que nous laisse cette année actuelle, c'est l'aspect mental de l'équipe. Pourquoi il y a un chantier qui doit être fait à l'Olympique de Marseille? Parce que l'Olympique de Marseille actuellement n'a pas de mental. J'ai déjà fait encore une fois d'ailleurs une vidéo dessus, mais quand je dis qu'on n'a pas de mental, et je m'inclus dedans parce que je suis un supporter de ce club-là évidemment, on n'a pas le mental de gagnant. Pablo Longoria l'a bien compris. On n'a pas de mental de gagnant alors que nous sommes un club de gagnants. On n'a pas gagné de trophée depuis je sais pas combien de temps. On n'a pas gagné de match contre des gros consécutivement depuis je sais pas combien de temps. On n'a pas ce mental-là. Il nous manque encore cette aura de la gagne, l'aura de la gagne, certains comprendront, qui va faire que sur un match, on sait qu'on va gagner. Encore une fois, hein, mes vidéos se répètent peut-être, mais si dès le début, quand tu rentres sur le terrain, tu sais que tu vas gagner, ça va aller très vite. Et je pense vraiment que sous De Zerbi, si sur les 3-4 premiers matchs, ça joue bien, ça joue ensemble, et il y a ce petit truc-là, et le club et les supporters sont avec, ça peut faire très très mal. Parce que ça va se jouer là-dessus. Soit ça va adhérer, soit ça va être un carnage. Mais je pense que ça va adhérer, j'espère que ça va adhérer, parce que les joueurs pris sont des joueurs de devoir, et sont des joueurs intéressants. Je ne veux pas trop m'avancer sur la prochaine partie évidemment, mais ce qui va être intéressant à voir l'année prochaine, c'est les joueurs qui vont être les premières épaules de De Zerbi. Parce que c'est ça qui va être intéressant. Les joueurs de devoir qui vont être les premiers relais de De Zerbi vers les autres joueurs. Vers les joueurs un peu plus récalcitrants qui pourraient créer une certaine animosité envers les autres joueurs. Je vois qu'il y a déjà des choses qui sortent en mode oui, il y a beaucoup trop de vidéos, ou il fait que de parler, ou etc. Si ou ça, c'est chiant. Mais derrière, en fait, c'est que quand tu ne connais pas le football, tu ne peux pas jouer au football. Et De Zerbi l'a bien compris. Les joueurs de l'Olympique de Marseille actuellement ne connaissent pas le football. Tout du moins le football qu'il veut travailler. Et quand ils auront compris son football, nous aurons peut-être enfin les joueurs que nous devons avoir. Allez, prochaine partie. Ciao!